bonsoir à tous. C'est la grande défiance. Un Français sur deux pense que les journalistes ne disent pas toute la vérité et 70% que nous ne sommes pas complètement indépendants du pouvoir en général. Le mouvement des Gilets jaunes a accentué encore un peu plus le fossé entre les médias et la population. Alors ce soir, c'est promis, on fait preuve de transparence, d'autocritique. On essaie de n'oublier aucune question qui fâche. Journalistes, mais à quoi servent-ils? C'est tout de suite dans Complément d'enquête. Qui est déconnecté? Le ministre qui ne connaît pas la vie du gilet jaune, l'éditorialiste qui ne connaît pas la vie du gilet jaune, ou le gilet jaune qui ne sait pas ce que c'est qu'être ministre et prendre des décisions. Tout le monde est déconnecté des univers qui ne sont pas les siens. C'est normal. Le tout, c'est qu'entre déconnectés, on se parle. Les chaînes d'information en continu cristallisent une bonne partie des critiques. Manque de recul, dramatisation. Dans une première enquête, on va vous montrer comment ça fonctionne de l'intérieur, notamment face à la montée en puissance des réseaux sociaux. C'est naturellement qu'on s'est installé ici, sur l'esplanade France Télévisions. C'est là, derrière moi, que se fabrique une partie de l'information de France 2, de France 3 et de la chaîne d'info France Info. Alors, puisqu'on s'interroge sur notre métier et notre avenir, on va également vous proposer une enquête intitulée « Le journaliste était un robot ». On verra notamment comment aujourd'hui on fabrique un même article en version de droite, en version de gauche et en version prétendument neutre. L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est un monde terrifiant. Et puis on vous proposera également un arrêt sur image. Vous vous souvenez de cette vidéo des 150 enfants agenouillés à Mantes-la-Jolie face à des policiers? Elle avait suscité une vive émotion. On va vous proposer de replacer cette image dans un contexte, dans une contre-enquête, et vous verrez que le sentiment est quand même quelque peu différent. Mais d'abord, on va commencer naturellement par la défiance. Comment travaille-t-on aujourd'hui lorsque l'on est journaliste? Laure Polèze est partie à la rencontre de nos confrères, ceux qui se cachent dans une manifestation pour couvrir l'événement, ceux qui prétendent réinventer le métier sur les réseaux sociaux, ou encore ceux qui sont sur les plateaux de télévision, qui accaparent la parole et qui sont accusés d'être déconnectés du monde réel. Alors voici cette enquête de Laure Polèze avec Manon Descoubès et Anne Cohen. Les Gilets jaunes de nouveau dans la rue aujourd'hui pour le 10e week-end consécutif. Un rassemblement aussi. Comme chaque samedi depuis 10 semaines, on peut y aller? Jérémy et David partent couvrir la manifestation des Gilets jaunes. Équipement minimum, l'emblème de leur chaîne, le fameux micro bleu, reste au placard. Quand on sort en manif maintenant, il n'y a même plus de micro-main, on est obligé d'avoir la cravate quoi, qui est là maintenant, pour être le plus discret possible et pas être identifié comme on faisait avant avec un micro-main, un micro avec la bonnette bleue surtout. Maintenant on le fait plus du tout quoi. Devoir se cacher pour faire son travail de journaliste, c'est révoltant, je trouve. Un samedi où j'ai un des collègues, un de mes meilleurs amis qui a failli se faire lyncher à Rouen. Moi, j'étais dans le taxi quand j'ai appris ça. On n'est pas hyper serein, quoi. Et après, une fois qu'on y est, par contre, voilà, il n'y a plus de place au doute, on y va et on fait notre boulot du mieux qu'on peut. Et voilà. Bonjour, ça va? Déjà, plusieurs équipes de BFM TV ont été agressées. Dorénavant, chacun part avec son agent de protection. C'est bon? Tu m'entends? David, tu m'entends? À peine arrivés, David et Jérémy se séparent pour se fondre dans la foule. L'un filme et envoie les images en temps réel. L'autre observe avant de faire son direct incognito sous bonne escorte. Beaucoup de personnes qui ont des gilets jaunes, qui, eh bien, pour la plupart, marchent en silence. Il y a aussi quelques slogans, Macron démission, que l'on entend ici ou là. On voit aussi des drapeaux RIC, référendum d'initiative citoyenne. Tout se passe dans le calme. C'est exactement le même scénario que samedi dernier. Le micro a disparu, le visage du journaliste aussi. Par mesure de sécurité, la chaîne a dû renoncer à ses célèbres directs. Alors, merci Jérémy Père sur ce cortège avec David Pouteillé pour BFM TV. Avec eux, il y a 3 autres équipes réparties à différents endroits du cortège.
Elles prendront l'antenne toutes les demi-heures pour raconter les slogans, le service d'ordre des Gilets jaunes et les tensions avec la police. Les casseurs, en tout cas ceux qui étaient habillés et qui ont lancé des pavés sur les forces de l'ordre, eux sont partis vers le boulevard Montparnasse. Avec David, c'est notre rôle de montrer ce qui se passe, mais nous, c'est à nous aussi de contextualiser. Même si, évidemment, à l'antenne, il y a sûrement, nous on la voit pas l'antenne, hein, mais beaucoup d'images violentes, mais nous, notre rôle sur le terrain, et ce qu'ils essayent de faire aussi en plateau, c'est de contextualiser, montrer que d'accord, il y a des violences, il faut en parler, mais que c'est pas tout le monde, et essayer de comprendre pourquoi et comment c'est parti, quoi. Dès le premier jour, ça a mal commencé. Un œuf sur la tête d'un reporter de BFM TV en plein direct à Paris, le soir du 17 novembre. Le ton est donné, les Gilets jaunes contestent les institutions. Et pour eux, les médias en font partie. De semaine en semaine, les reporters deviennent une cible. On vient de dire il y a quelques instants que les Gilets jaunes... Des dizaines d'incidents contre médias locaux et nationaux. Parfois très violents, comme ce jour où l'équipe de la chaîne LCI est tabassée par un petit groupe de manifestants. En marge des manifs, un journaliste gilet jaune autoproclamé interpelle les têtes d'affiche des télés et radios sur leur façon de faire de l'info. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez du traitement de l'information par Europe 1, par exemple. Avoir votre avis sur ce qui s'est passé avec France 3 l'autre jour. La défiance monte, alimentée par des erreurs manifestes, comme ce slogan anti-Macron effacé lors d'un JT du service public. Nous tenions à vous présenter nos excuses. Hier, dans le 19-20, une erreur humaine a conduit à la diffusion d'une photo tronquée. Les journalistes font-ils mal leur travail? Bonsoir. Bonsoir. Et Le Voix du Nord. Comment comptent-ils regagner la confiance de leurs concitoyens? Complément d'enquête dans un drôle d'exercice. Quand les questions s'adressent à nous. Vous avez parlé du monsieur qui est décédé d'une crise cardiaque? Nous, qui avons plutôt l'habitude de les poser. Vous êtes toujours en live là? Vous êtes toujours en live là? Je suis toujours en live. Je quitte jamais mes lives. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un téléphone connecté en 4G pour s'improviser journaliste. Ce même samedi, alors que BFM TV est en édition spéciale, ce citoyen reporter fait son Facebook Live habituel. J'avoue, c'est assez marrant. Vous connaissez Vécu? Le média du gilet jaune. Gabin Formon, lui, n'a pas besoin de se cacher pour faire ses interviews. Sa méthode, c'est de diffuser toutes ses rencontres et ses échanges en temps réel, sans coupe ni montage. Son public peut même commenter en direct via ses bulles à l'écran. Une façon pour Gabin de lutter contre ce qu'on appelle ici la désinformation des grands médias. On parle que des mauvaises choses. On a envie qu'on parle du côté positif du mouvement. Aujourd'hui, on est passé de 85% d'opinion publique favorable par rapport au mouvement à 50%. Comment ça se fait? Ça veut dire que les journalistes, moi je dis pas c'est des collabos ou quoi au caisse, en tout cas ils font mal leur travail, ils informent mal les gens. Vous demandez aux journalistes d'avoir un parti pris en faveur des Gilets jaunes? Il faut demander aux journalistes d'être juste sans parti pris. Ils montrent les bonnes images et ils montrent aussi les mauvaises images. Les bons moments sont coupés au montage pour favoriser les bagnoles qui brûlent à un moment donné. Ça, c'est pas honnête. Quand vous faites un témoignage sur un média, on va vous filmer 1h30 et puis on va prendre un passage de 30 secondes. On va mettre plusieurs bouts bout à bout et puis du coup, votre message, il est pas retranscrit correctement. Il est retranscrit selon la vision que le journaliste veut retranscrire dans son média. Donc du coup, c'est la différence. Gabin compte plus de 50 000 abonnés. Un public méfiant qui conteste la moindre information donnée par les chaînes de télé. Notamment le nombre des manifestants. Beaucoup de gens qui disent que les chiffres sont faux, donc on va tenter de compter nous. Il tient aussi à se démarquer des médias traditionnels sur le traitement des images de casseurs. Ce jour-là, quand des heurts éclatent près des Invalides, Gabin préfère ne pas s'y attarder. Je suis pas non plus là pour couvrir forcément la violence.
Ça dépend quoi, ça dépend. Quand il y en a en face de moi, forcément je la cours. Mais sinon je cours pas après non plus. Voilà, les chaînes de télé s'en occupent. Mais encouragé par certains commentaires sur son live, Bon, on va faire demi-tour. il finit par faire demi-tour. C'est une espèce de tension, on sait pas trop pourquoi. Voilà, ils reçoivent des canettes là. Donc je reste protégé derrière un poteau pour pas me prendre un flashball dans la tronche. Et quand on lui fait remarquer que sa façon de filmer le mouvement est subjective, Gabin assume. Chacun a ses partis pris. De toute façon, un journaliste, quand il fait un sujet, il a forcément son parti pris à lui. Avec le même sujet, on peut dire 15 trucs différents. Donc voilà, après, nous, on est plutôt du côté des gilets jaunes. Forcément, puisque on fait partie des citoyens. Hein. Mais on essaye de rester objectif et de ne pas raconter n'importe quoi. Le déclic pour le jeune homme, ce furent les violences policières qu'il estimait passer sous silence dans les JT. C'est ce qui l'a poussé à créer son média alternatif mi-décembre dans son petit appartement de la banlieue parisienne. L'analyse, c'était vraiment les médias ne parlent pas des blessés et je me sens cocu de la part des médias. Donc boum, j'ai lancé Cocu, le média des Gilets jaunes. Ça n'a pas plu aux gens. Et du coup, j'ai lancé un sondage entre Cocu et Vécu. Et c'est Vécu qui a gagné et j'ai mis Vécu. Je crois que c'est lui, super. Ce soir, le reporter Gilet jaune invite sur son live un journaliste, un vrai. Bon, du coup, t'es accueilli par complément d'enquête. David Dufresne, passé par Libération et iTélé, travaille depuis des années sur les questions de maintien de l'ordre. Ouais, vas-y, insère-toi, c'est un peu... qui c'est qui me parle sur Telegram? Comme Gabin, il critique les médias traditionnels, mais ce pro de l'info refuse les explications simplistes. Très clairement, les médias de masse n'ont absolument pas joué leur rôle de contre-pouvoir pendant 1 mois et demi concernant les blessés. Pour plein de raisons, mais qui ne sont pas uniquement des raisons... Si tu veux, c'est pas des raisons de complot. Il n'y a pas à Matignon quelqu'un qui dit « vous n'appelez pas ». Il y a la paresse, il y a la facilité, il y a être proche de ses sources policières. Il y a peut-être quand même, puisqu'ils sont tous copains avec le gouvernement, une certaine volonté de cacher pour tout le monde, autant pour les lobbies que les gouvernements. Oui, tu as raison, mais c'est pas concerté, c'est ça que je veux dire. Ah d'accord, oui. Il n'y a pas un plan machiavélique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un discours anti-média en bloc, y compris chez les Gilets jaunes, qui est insupportable. Qui n'est absolument pas... qui est facile, voilà, qui est commode. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Moi, je la vois surtout... Aujourd'hui, David Dufresne se sent plus à l'aise en direct dans le canapé de Gabin que sur les plateaux de BFM TV où il refuse d'aller. Ce que je reproche aux journalistes, c'est leur idée qu'ils sont hors de tout, qu'ils sont au-dessus, qu'ils sont à côté et que leur quotidien, leur souffrance, leur passé, ça n'existe pas. Et qu'ils diraient la vérité, l'objectivité, etc. C'est bidon. C'est totalement bidon. Qu'est-ce que c'est que BFM? Qu'est-ce que c'est qu'Europe 1? Ce sont des médias extrêmement engagés, mais qui refusent de le reconnaître. L'avantage de Gabin, c'est que lui et d'autres, il le reconnaît. Il dit, voilà, moi je pars d'ici, je pars et je parle d'ici. Je trouve ça plus clair. Ça ne veut pas dire que ça lui donne raison sur tout, loin de là, mais au moins, on sait à qui on a affaire. Et voilà, ça va, t'as passé un... Pour David Dufresne, rien n'est neutre dans ce que diffuse une chaîne de télé. Ni les angles de caméra, ni le choix des invités. Sur BFM TV, regardons ce que donne l'édition spéciale. Ce samedi où nous avons suivi les 2 reporters, obligés, souvenez-vous, de se cacher dans la foule pour faire leur direct. Beaucoup de personnes qui ont des gilets jaunes. Pendant une bonne partie de l'après-midi, ils racontent des cortèges qui se passent dans le calme. D'émissions que l'on entend ici ou là, tout se passe dans le calme. Mais en plateau, 2 experts en sécurité sont présents. Ils ne sont pas agressés, donc on est sur une manifestation effectivement qui se passe bien. Et parlent déjà du risque de violence entre gilets jaunes et forces de l'ordre. Regardez, les manifestants arrivent, il y en a qui repartent. Ça va se regrouper ici. Une certaine confusion pour le moment, effectivement. Et c'est toujours, on l'a dit, on le répète, mais c'est toujours le moment délicat parce qu'on parle un peu et puis les esprits peuvent s'échauffer. 4 minutes plus tard, petit détour par Rouen.
pour y voir des échauffourées. Plusieurs tags sur le commissariat et le palais de justice, notamment. Finalement, les premières heures éclatent à Paris. Il est 16h36. Pendant près d'une heure, les caméras de BFM se concentrent sur ce coin de rue où se passent les affrontements. Des heures entre ces Black Blocs et ces policiers et gendarmes. Ces casseurs volent la vedette aux manifestants. Les reporters de terrain ont beau relativiser l'importance des violences. Des heures qui sont vraiment en marge de cette manifestation qui s'est globalement très bien passée parce que pour le les titres à l'écran sont moins rassurants. un service d'ordre mobilisé, une centaine de personnes. Vers 19h, la chaîne annonce le retour au calme, concluant ainsi ce qui a plus ressemblé à un match casseurs-police qu'à un mouvement social. Avec ses éditions spéciales, BFM TV bat des records d'audience, jusqu'à capter 10% des téléspectateurs certains samedis. Céline Pigalle, la directrice de la rédaction, prépare déjà le prochain acte avec son équipe. Avec une particularité ce week-end, l'hommage rendu à tous les blessés des violences policières. C'est ça le sens qui va être donné à la suite de ce qui est arrivé samedi dernier. Sur ce sujet, est-ce que l'enquête de l'IGPN, quand est-ce qu'on aura les résultats? Il n'y a pas de résultats. La patronne de la rédaction est consciente des critiques qui visent sa chaîne en ce moment. Ok. Nous la faisons réagir sur cette journée de manif que nous avons suivie. On le rappelle, la manifestation qui s'est passée dans le calme, avec une manifestation beaucoup mieux organisée. Effectivement, mon ressenti de terrain, c'était que c'était assez calme. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'on dit à l'antenne. Voilà, c'est ce que dit l'antenne, mais regardez les bandeaux quand on regarde son son. C'est face à face tendu et tension à Paris. Mais après, cette chaîne, et là je vais vous faire une énorme révélation, est faite par des êtres humains qui parfois ont des loupés. Et vous voyez comment on est dans quelque chose d'incroyable, où à la fois on nous reproche absolument tout et son contraire, et on a une exigence vis-à-vis de nous énorme, justifiée, mais énorme. À propos des violences policières, elle reconnaît que le sujet a été traité un peu tard. La première fois où on a diffusé un reportage en longueur sur les violences policières, c'était le 17 décembre. Pour fabriquer ce reportage en longueur, il faut compter 10-15 jours pour le fabriquer. Ça veut donc dire qu'on a réalisé qu'il y avait sur ce sujet un problème et qu'on s'est dit qu'il faut y travailler le deuxième week-end. Ce que je vois, c'est qu'on a fait ce reportage long, mais on ne l'a pas fait dans l'actualité immédiate. Donc, en effet, il y a eu à ce moment-là un décalage, mais un décalage modeste. Un décalage, vous voyez tout ce qu'il y avait dans cette crise. Bonjour. Et du coup, en fait, on vient vous troller. Tous ces points, Céline Pigalle s'en est déjà expliquée face à des gilets jaunes qui manifestaient en bas de ses locaux. Encore une fois, j'entends que ça a été l'objet... 3 quarts d'heure d'un dialogue de sourds. Chaque samedi, une nouvelle délégation revient à la charge. On se donne rendez-vous ici devant sa sainteté, le temple de BFM TV. Et on fait des petits tours comme ça, Europe 1, une petite visite à France Télévisions, Radio France. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre une pression psychologique sur ces éditocrates. Je le rappelle, nous, on s'en prend pas aux petits pigistes qui gagnent un salaire de misère et qui sont au CDD. Je pense que ça va être la même chose à France Télévisions. Vous voyez, on va pas généraliser. C'est une pression psychologique et symbolique vis-à-vis des médias dominants. Leur montrer que nous, on ne lâche pas l'affaire, on sera là jusqu'au bout. Les éditocrates. Dans le jargon des Gilets jaunes, ce sont ces éditorialistes qui donnent leur avis à longueur d'antenne. L'un d'entre eux a accepté de nous emmener avec lui dans sa journée de travail. Christophe Barbier et sa célèbre écharpe rouge. 5h55, premier métro, et déjà le nez dans l'actu. Vous connaissez le prix du ticket de métro? 75 €, abonnement Navigo par mois. Est-ce que vous connaissez le prix d'un plein de carburant? Un plein de carburant, j'ai plus de voiture depuis 2003, mais je suis vaguement le prix quand je passe près des stations. Je vois l'essence ou le gasoil passer à 49, à 51. Vous avez conscience d'incarner une élite parisienne? Oui, ça je peux en avoir conscience, même si je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Parce que cette élite qui passe à la télé, c'est surtout parce qu'elle est visible que les gens la regardent, l'admirent, la détestent. La vraie élite qui dirige, elle est invisible. On le sait. C'est ceux qui ont les leviers de la finance, qui peuvent décider de grandes orientations économiques. Il a réponse à tout. Ben voilà le rédacteur en chef. Pierre, comment vas-tu? Il est d'ailleurs payé pour ça. Ça va.
Est-ce que tu as eu mon mail sur soit 1, Édouard Philippe, et 2, les manifs du week-end? Concentré sur ses papiers du jour, le journaliste nous offre en passant une image habile. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Lui qui est accusé d'être l'ennemi du peuple. Ouais, impeccable. C'est ma compagne de voyage le matin parce qu'on va travailler au même endroit. Vous travaillez aussi à la télévision? Mais madame est plus utile que moi, elle. Elle fait en sorte qu'on ait un bon outil de travail. C'est-à-dire, madame, vous faites quoi là-bas? Dans moins d'une demi-heure, il est à l'antenne. Bonjour, bonjour. Il n'a encore rien écrit, mais fait confiance à ses talents d'orateur. Là, je propose de faire une question sur la destruction des radars. De quoi est-ce le signe? Mais vous en avez parlé avec des gilets jaunes qui ont détruit des radars? Plutôt avec des élus. Plutôt avec des élus qui étaient là, qui étaient un peu inquiets de ça. Les représentants des associations de victimes de la route aussi, qui sont très inquiets de ça. C'est pas la même chose que d'aller sur les ronds-points pour poser des questions aux gens qui les détruisent et leur Mais si je vais sur les quel est ronds-points, leur- je peux pas poser des questions aux gens. Parce que vous vous rendez bien compte que si un éditorialiste arrive sur les ronds-points, ça change complètement la nature du dialogue. Même si ça reste courtois, c'est eux qui vont poser des questions. Pourquoi vous dites ci, pourquoi vous dites ça? L'expression va être faussée. Mais le métier d'éditorialiste, c'est pas le métier de reporter. C'est autre chose. Ce normalien assume parfaitement n'user ses souliers que sur les moquettes des studios. Édouard Philippe est en La Seine-et-Marne, condition, redémarre selon la lui, sécurité routière en d'une octobre, analyse qui va tranchante, présenter les chiffres de 2018, protégée chiffres des de humeurs de la rue. A-t-il eu tort dans ces conditions d'imposer les 80 km/h sur les routes secondaires? Non, il n'a pas eu tort d'imposer 80 km/h parce que c'est en 10 même temps, km en en fait. moins, ça sauve des vies. En 3 minutes de plateau, il réaffirme l'importance des limitations de vitesse et des radars. Pas sûr que ça le réconcilie avec les gilets jaunes, mais il n'est pas là pour plaire, bien au contraire. Le métier d'éditorialiste, c'est d'aller franchement dans une direction. Franchement et de manière argumentée. C'est comme ça qu'on donne un caillou sur lequel les téléspectateurs vont pouvoir un peu sculpter leur propre opinion. Son métier, tête à claque. Ta gueule, le Parisien. Il sait tout, ce brave homme. C'est dommage qu'un génie pareil gasse son immense talent dans le journalisme. Je pense qu'il y a de l'ironie dans tout ça. Je réponds pas aux injures. Parfois, quand il y a un message gentil ou une proposition, je réponds brièvement. Mais sinon, je réponds pas. C'est surtout une manière de prendre la température de ce qu'est cette France-là, la France des réseaux sociaux, qui n'est pas du tout la France au complet, hein, qui n'est pas le peuple. 1 heure à peine après son premier plateau, deuxième passage antenne. Christophe Barbier peut parler de tout, sauf du montant de son salaire. Est-ce que vous êtes encore dans un niveau de salaire qui fait que vous comprenez la vie des gens ou est-ce que Ah vous mais êtes dans un niveau de salaire non, qui, finalement, je vois pas en quoi un salaire élevé ou bas connecte ou déconnecte de la vie des gens. Je vois pas ça. Encore une fois, est-ce qu'il faut être dans la misère pour parler de la pauvreté et des politiques sociales? Évidemment non. S'il fallait obliger tous les ministres de l'économie à avoir été au RSA pendant 15 ans pour bien savoir de quoi ils parlent, nous serions dans un pays de fous. Qui est déconnecté? Le ministre qui ne connaît pas la vie du gilet jaune? L'éditorialiste qui ne connaît pas la vie du gilet jaune? Ou le gilet jaune qui ne sait pas ce que c'est qu'être ministre et prendre des décisions? Tout le monde est déconnecté des univers qui ne sont pas les siens. C'est normal. Le tout, c'est qu'entre déconnectés, on se parle. Avant midi, il sera passé 6 fois à l'antenne. Je suis un enfant de cette colère, a-t-il dit, a-t-il osé dire. Attaché à sa liberté de parole, BFM TV n'a pas l'intention de se passer de ses éditorialistes. Bonsoir. Mais comment regagner la confiance de ces citoyens en colère? Sur le terrain, le fossé se creuse à vue d'œil. Lâchez rien, surtout lâchez rien. On lâche absolument rien. Moi, je regarde plus vos chaînes. Je les regarde plus. Et vous pensez quoi, que les Gilets jaunes les regardent? Non. Je pense C'est rien, je vous fini. pose la question. Ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Vous faites de la censure. Jusqu'ici, vous regardiez la télévision et les journaux ou de toute façon, ça fait longtemps que vous avez arrêté de Ah regarder? non, du tout. Du tout. Même au début du mouvement, je regardais encore. Ah oui, donc c'est quand vraiment on s'est récent. rendu compte de la désinformation qui est faite par certains médias qu'on a arrêté de regarder. Ça sert à rien. Vous racontez que de la merde. Même la presse locale est touchée. À Valenciennes, Pierre Rouanet est photographe pour La Voix du Nord. Ce soir, il couvre un hommage aux Gilets jaunes, morts depuis le début du mouvement. Cette fois, tout se passe bien, mais parfois, des noms d'oiseaux arrivent jusqu'à lui. C'est des gens qui nous connaissent. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur lorsqu'on a
on se fait insulter, ou lorsqu'on nous dit qu'on est des menteurs, ou lorsqu'on nous dit qu'on est des nantis aussi. Enfin voilà, c'est d'autant plus insupportable qu'on est avec ces gens toute l'année, tous les jours, la nuit, le matin, enfin voilà, ils nous connaissent. Des liens de proximité qui ne protègent plus. Ici, les locaux de la Voix du Nord sont au cœur de la ville, juste à côté du marché. Mi-janvier, c'est carrément les poubelles au pied de l'immeuble qui ont été incendiées. Une grosse frayeur que nous raconte Cécile Thiebaud, la directrice adjointe du bureau. Donc là, il y avait même plus que 3. Il va y avoir 4 poubelles qui étaient bien remplies. Et puis effectivement, là, il y a la canalisation de gaz. Hein, donc, après, a posteriori, voilà, on imagine le pire. Hein, on se dit, le bâtiment, il aurait peut-être pu exploser. Bon, là, il s'attaque à nos poubelles. La prochaine étape, ça sera quoi? Ça sera nos voitures. Et après, ça sera l'agression physique. C'est un peu c'est les sentiments qui animaient toute l'équipe au moment de cet incendie. Le mois dernier, ils ont fait face à une manif de gilets jaunes devant leur porte, des menaces de mort contre un jeune rubricard, un blocage en pleine nuit de la distribution de leurs journaux. Loin de les décourager, cette ambiance pousse ces localiers à être encore plus exigeants dans leur travail. Vous faites plus de citations qu'avant? J'en ai toujours fait, quoi, mais ça me semble d'autant plus important, quoi. Je crois que c'est ça qu'il faut montrer aussi aux gens, c'est qu'on peut être leur porte-parole, on doit être leur porte-parole naturelle. Il n'y a pas que les Facebook Live. Revenir aux fondamentaux. Peut-être la meilleure réponse aux critiques. Bonjour, c'est la Voix du Nord. Oui. Ces dames ont vu le reportage photo publié ce matin sur l'hommage de la veille. Elles sont chiffonnées par une approximation sur une date. Il y a une nuance entre quelques jours et le lendemain. Il faut être précis, c'est ça? Oui, c'est important, c'est important. Parce que si on ne relate pas ce qui s'est passé ou ce qu'on a dit, forcément, après, on peut avoir des doutes sur les médias. Des fois, sur les premières manifs, il y avait de la défiance. Une fois qu'ils voyaient le résultat dans notre journal, on se dit « Ah bah oui, si, ils nous ont écoutés, j'ai retrouvé ma parole. » Et c'est ça. Et donc on continue. Le défi est colossal. Selon le dernier baromètre Lacroix, la confiance dans les médias n'a jamais été aussi basse. Moins de la moitié des Français croient ce qu'ils lisent dans les journaux ou voient à la télé. Samuel Gontier, bonjour. Vous êtes chroniqueur télé à Télérama. Vous avez observé l'évolution médiatique de ce mouvement des Gilets jaunes ces dernières semaines. 46% des Français pensent qu'il y a une différence entre la réalité et ce que montrent les journalistes. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une différence ou pas? Oui, forcément. Forcément, il y a une différence. Parce que même le journaliste qui tend à l'objectivité, qui essaie de rapporter les faits au plus près, est toujours contraint par une rédaction, par des règles, des normes de production, par aussi son passé, sa sensibilité. Donc dire que l'information reflèterait exactement ce qui se passe sur le terrain, c'est quasiment impossible. Comment vous expliquez cette défiance? J'ai vu notamment sur le mouvement des Gilets jaunes, j'ai été, comme c'est très bien expliqué dans votre sujet, j'ai été vraiment étonné de l'omerta totale sur les violences policières. Que j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans les témoignages même de différents journalistes. Dès le 24 novembre, on parlait de ces violences policières. Il a fallu 2 mois pour que la télévision en parle. Pas pour toutes les télévisions quand même, si? Pas pour toutes les télévisions, si quand même. C'est votre sentiment, c'est mon sentiment. Et ça a forcément créé un sentiment de dépossession de la part des Gilets jaunes qui ne comprenaient pas qu'on n'en parle pas, qu'on ne parle que des violences des manifestants et jamais des violences policières, alors que justement sur les réseaux sociaux commençaient à tourner des images de gens blessés, de gens mutilés, et dont on ne parlait pas du tout à la télévision. Et ce qui, je pense, a beaucoup créé de défiance aussi de la part des Gilets jaunes et des manifestants envers les médias, c'est que pour eux, c'était souvent leur première manifestation. Ils n'étaient pas habitués à être confrontés aux forces de l'ordre et à la médiatisation de leurs actions. C'est des gens qui n'étaient pas forcément très éveillés à la critique des médias et qui, tout d'un coup, se sont trouvés plongés dedans parce qu'ils ont eu un sentiment de grande différence entre ce qu'ils vivaient et ce qui était représenté. Parmi les critiques, il y a cette idée que parce qu'il y a concentration des médias, l'information elle-même est biaisée.
Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'avoue un peu dans le sens de David Dufresne qui disait dans le reportage que BFM TV était un média engagé, même s'il s'en cache. Effectivement, je pense que BFM TV était un média engagé. Mais en quoi est-il engagé? Parce qu'il appartient effectivement à Patrick Drahi, qui a des intérêts à défendre dans le monde industriel et politique et économique. Mais en quoi français. ça changerait quelque chose sur la couverture d'une manifestation? C'est ça que je comprends. Alors, je pense que les journalistes sur le terrain font le travail, ils le disent, ils l'expliquent d'ailleurs dans votre reportage, ils font le travail le mieux qu'ils peuvent. Oui. Le problème, c'est ce qui se passe plutôt dans la hiérarchie, au niveau des éditorialistes, dont il est question aussi dans votre sujet, dans ces experts de plateau qui monopolisent la parole et qui sont souvent des personnes plutôt conservatrices, libérales, parce que la direction de BFM TV et l'actionnaire de BFM TV n'a pas tellement intérêt à ce que le monde dans lequel on vit change, puisqu'il en profite. Enfin, voilà, il est... Oui, eux ne disent pas ça. Eux disent qu'ils gardent leur liberté, évidemment, de pouvoir dire ce qu'ils souhaitent dire et d'analyser la politique ou la vie politique de tous les jours de façon indépendante. Oui, non, mais bien sûr, j'en suis persuadé, mais il se retrouve par exemple que sur les chaînes info, tous les spécialistes d'économie, parce qu'il est question de justice fiscale, de justice sociale avec ce mouvement des Gilets jaunes, tous les spécialistes d'économie sont d'obédience libérale. Il n'y a pas d'économiste, de chroniqueur économique qui soit, comme on dit, hétérodoxe. Voilà. Donc ça donne un ton quand même. Ça donne un ton. Et quand le mouvement des Gilets jaunes démarre sur un ras-le-bol fiscal, là, c'est les économistes libéraux, forcément, sont à fond pour les Gilets jaunes. Et puis, une semaine après ou 2 semaines après, quand on parle de justice sociale, de justice fiscale et de redistribution des richesses, alors là, tout le monde leur tombe dessus. Le problème, c'est plutôt l'équilibre. Vous voulez dire entre... des économistes plutôt d'une tendance et pas d'une autre, c'est ça? C'est l'équilibre des experts et des spécialistes sur les plateaux, et c'est l'équilibre aussi entre le terrain et justement les émissions de plateau qui ont vraiment proliféré ces derniers temps, ces dernières années, parce que c'est aussi ça ne coûte pas cher à faire de réunir quelques spécialistes autour d'une table, et si c'est des spécialistes qui sont un petit peu rentre dedans, en plus voilà, ça peut faire du clash, de la polémique, et on est dans cette culture du clash où les propos choquants d'un tel ou d'un tel vont être sortis de l'émission pour tourner ensuite sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est l'équilibre entre ces débats de plateau et c'est la parole de ces tautologues, de ces éditocrates et le travail de terrain qui, à mon avis, et c'est là que ça pose problème. Merci infiniment, Samuel Gontier, d'être venu nous voir. Alors, on le sait, l'un des problèmes majeurs aujourd'hui pour toutes les rédactions, ce sont les fameuses fake news, les fausses informations. Et toutes les rédactions, y compris celles de France 2, se dotent de moyens internes de vérifier ces informations, d'y faire face. Et le problème, c'est qu'il va falloir déjà penser à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est ce que l'on appelle le deepfake ou encore la robotisation de l'information. De quoi s'agit-il ? Eh bien, regardez cette enquête de Louis Milano-Dupont, Brice Bobby, Olivier Broutin avec Andréane Williams. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Ces mots, Barack Obama ne les a jamais prononcés. C'est l'acteur américain Jordan Peele qui les a mis dans la bouche de l'ancien président des États-Unis. Cette vidéo est un deepfake, une falsification de l'image high-tech, un nouveau phénomène qui se répand sur Internet. And hello, America. Yesterday, we all made Donald Trump the 45th president of the United States. Hooray, we did it! Only blah, 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 bing, bang, boom. Les amateurs de cinéma ont transformé l'acteur américain Nicolas Cage en James Bond Girl. Oh. Ou en Harrison Ford dans Indiana Jones. Des miracles qui ont même révélé des talents insoupçonnés au pape François. En direct sur CNN. De l'humour, mais aussi un risque de manipulation. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Cette nouvelle technologie a le pouvoir d'amplifier considérablement les fake news. À quoi ressemblera le monde quand n'importe qui pourra faire un faux et qu'en plus chaque image pourra être remise en cause? Ces deepfakes
sont réalisés grâce au progrès foudroyant de l'intelligence artificielle. Et surtout, au deep learning, l'apprentissage profond. Une technologie qui exploite des algorithmes, des neurones informatiques, pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. En Chine, l'agence de presse de l'État a déjà mis au point un journaliste virtuel capable de présenter le JT. Aux États-Unis, des sites d'information publient des articles entièrement rédigés par des ordinateurs. Une révolution dans le monde des médias. Les machines sont-elles en train de prendre le contrôle de l'information? Comment la technologie peut-elle nous influencer? Mes chers compatriotes, j'ai décidé de présenter l'émission Complément d'enquête dès la rentrée prochaine sur France 2. Bienvenue dans Complément d'enquête. Dans la capitale des États-Unis, l'un des quotidiens les plus influents du pays a déjà adopté l'intelligence artificielle. Depuis 3 ans, les 900 journalistes du Washington Post ont un nouveau collègue, Héliographe. Un logiciel capable d'écrire un article tout seul, comme cette petite biographie du sénateur démocrate Tim Kaine. Au sein du journal, c'est Jérémy Gilbert qui développe Héliographe. Vous voyez par exemple les Jeux Olympiques en 2016. Dès que des résultats sortaient, nous étions capables de les publier automatiquement sur notre site, mais aussi sur notre fil Twitter, sur Facebook et sur Amazon. Alors que nos reporters, eux, étaient en mesure de nous raconter ce qui se passait sur place. Capable d'analyser des centaines de données en temps réel, le logiciel a déjà écrit des milliers d'articles. À chaque fois, en quelques secondes. Héliographe est alimenté par plusieurs sources. Il va d'abord essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces données, il fait un premier tri, il évalue les tendances. À partir de cela, il écrit des phrases modèles. Ensuite, il comble les mots manquants. Dans une deuxième étape, il hiérarchise les phrases qu'il a écrites en fonction des faits. En quelque sorte, Héliographe adopte un jugement éditorial comme un journaliste humain, mais de façon automatique. Il est aussi utilisé pour couvrir la politique, notamment lors des grandes soirées électorales américaines. Vous voyez là, on a annoncé que le républicain Greg Abbott est élu gouverneur du Texas et que Mark Gordon a lui gagné le Wyoming. Mais même sur des sujets aussi importants, vous n'hésitez pas à publier sans une vérification humaine? Jusqu'à présent, les données ont toujours été correctes. Il n'y a aucune raison de ne pas publier de façon instantanée et nous avons des modérateurs qui surveillent. La puissance d'Héliographe a fait ses preuves. Mais le promoteur de l'intelligence artificielle au Washington Post est aussi conscient des limites de sa machine. Je ne pense pas que nous verrons les systèmes automatisés remplacer les reporters humains. Il y a beaucoup de sujets qu'il faut laisser aux hommes. Et quand vous avez de bons reporters comme nous, notre travail à nous, c'est de les aider en faisant du traitement de données. Et si demain, une rédaction fonctionnait sans journalistes? Non loin de la Silicon Valley, à San Francisco, le défi est déjà relevé. En centre-ville, ce petit immeuble abrite une start-up fondée par Alexandre Elkrieff, un jeune Français de 24 ans. Avec ses associés, tous diplômés de Stanford, ils ont lancé leur site internet d'information il y a 9 mois, avec de grandes ambitions. Notre but à long terme, c'est de devenir le plus gros employeur de journalistes du monde. Enfin, ou j'exagère, mais de se dire, on va développer une plateforme avec un business model qui soit rentable pour pouvoir réallouer des ressources au journalisme d'investigation, au journalisme d'opinion et au journalisme de terrain. Mais pour se développer, l'entreprise mise avant tout sur l'intelligence artificielle. Seuls des ingénieurs, des informaticiens sont derrière les écrans de Nowhere News. Le site publie chaque jour 50 articles. Entièrement rédigés par des logiciels autonomes. On surveille à peu près 350 sources, le New York Times, le Washington Post,
l'agence France Presse. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que donc, on a une plateforme interne. À chaque fois que vous voyez une bulle exploser là-dessus, c'est qu'on a attribué un nouveau signal à un article. Et c'est sur la base de ce paquet d'informations qu'on va ensuite générer nos articles. Ce sont donc les contenus de la presse traditionnelle qui alimentent les algorithmes de Nowhere News. Mais face à une information qu'ils considèrent trop orientée, ces jeunes entrepreneurs ont développé leur propre concept. Des articles à la carte, en fonction de la couleur politique. On a un article qui parle des Mexicains qui veulent immigrer aux États-Unis. On a écrit une version impartiale, qui est un article où on a favorisé les faits, sans mettre de couleur politique. On a une version de droite qui insiste sur le fait que Trump a renforcé la sécurité à la frontière. Et ensuite, on a la version de gauche qui va nous dire que en fait, Trump il force les demandeurs d'asile à attendre au Mexique. Une information version start-up, mais avec encore quelques failles. Vous produisez 3 types d'articles, quasiment sans intervention humaine. Jusqu'où on peut faire confiance aux algorithmes, à la machine et aux ordinateurs? On ne fait jamais exclusivement confiance à la machine. C'est pour ça qu'on a toujours des rédacteurs qui vont vérifier que ce qu'on publie est correct d'un point de vue éthique. Comment est-ce qu'un système comme le vôtre peut se protéger de fausses informations, puisque vous êtes dépendant d'autres sources et qu'à aucun moment vous faites le travail de passer un coup de fil ou de vérifier par vos propres moyens une information? Alors, on va aussi loin qu'on peut, et la décision finale est toujours prise par un humain. Mais on a besoin de développer un modèle économique qui marche. Des articles rouges, des bleus et des blancs. Des codes couleurs simples, une vérité et 2 visions du monde. L'information facile à produire et à classer grâce aux algorithmes d'une technologie toujours plus performante. À Pittsburgh, l'université Carnegie Mellon est l'une des 3 meilleures au monde en sciences de l'informatique. La première à diplômer ses étudiants en intelligence artificielle. Elle recrute des professeurs du monde entier pour enseigner cette discipline. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux, Alan Black. Ici, nous construisons des assistants vocaux, comme Siri, Amazon Echo ou Google Home. Ce type de système automatique qui comprend notre langage et qui peut répondre à toutes vos questions. Cet exilé écossais est un guerrier des mathématiques appliquées. Un spécialiste du deep learning, cette méthode d'apprentissage profond. Elle permet à des machines de copier le fonctionnement des neurones du cerveau humain. Ce qu'il faut pour que le deep learning fonctionne, c'est déjà d'avoir des données à traiter, c'est-à-dire des exemples de ce qu'on veut faire. Appelons ça un réseau de neurones. Il contient plein de mathématiques. Imaginez que c'est un programme informatique ou des algorithmes. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit l'entraîner. Par exemple, on lui donne une image d'une voiture et nous lui demandons de comparer avec d'autres images. On lui apprend à faire la différence entre notre voiture, un camion, un train ou n'importe qui. Si la réponse est bonne, nous disons au réseau de neurones, bien joué, tu peux continuer. Mais quand la réponse est fausse, nous modifions le modèle pour être sûr qu'il ne se trompe pas à nouveau. C'est comme si le réseau apprenait de ses propres fautes. Ainsi, il progresse et il réduit sa marge d'erreur. Le deep learning expliqué par Alan Black, c'est aussi la méthode informatique qui permet de réaliser les deepfakes. Ces fausses vidéos qui mettent en scène des personnalités. À Carnegie Mellon, nous avions aussi rendez-vous avec un spécialiste de l'image, Ayush Bansal. Le doctorant en robotique sait comment créer un deepfake. Française, Français. Nous lui avons fourni une allocution d'Emmanuel Macron, téléchargée sur Internet, et un discours Mes chers compatriotes, j'ai décidé de notre présentateur Jacques Cardoz. Ayush Bansal a fait le reste. Bienvenue dans Complément d'enquête. Pour moi, la meilleure partie de cette vidéo, c'est cette mimique. Parce que ce mouvement particulier des lèvres, nous sommes capables de le générer sur le président Macron.
L'étudiant maîtrise les codes et les programmes informatiques. Mais c'est l'intelligence artificielle qui a pris le relais. Les pixels se sont organisés tout seuls. C'est le réseau de neurones artificiels qui a fait le calcul pour fabriquer l'image qu'on lui a demandé. Et on obtient le président français en train de dire ce que dit le journaliste. Les ordinateurs et les serveurs d'Ayouch ont calculé leurs effets pendant des heures pour réaliser 4 minutes de deepfake. Après les fake news, voici le deepfake ou l'art ultime de la désinformation. Par exemple, en ce moment même, est-ce Jacques Cardoz ou le président de la République qui vous parle? Laquelle des deux images est la bonne? Peut-être aucune des deux. Mais cet exercice technique, encore perfectible, s'améliore de jour en jour. Ce n'est qu'une affaire de temps. Demain peut-être, une fausse image, une fausse voix pourrait vous faire croire l'impossible et cette technologie qui se démocratise pourrait être accessible à vous tous. Pour Ayouch Bansal, qui rêve de travailler dans le cinéma, cette technologie est un outil qui va révolutionner les effets spéciaux des studios d'Hollywood. Mais en Californie, certains y voient une arme redoutable. L'université de Berkeley a fait appel à l'un des experts les plus reconnus du pays en analyse d'images. Je crois que le cours ne commence pas avant 13 h. Il y a le déjeuner. Ah mince, il est déjà 30. Si la ponctualité n'est pas le point fort d'Annie Farid, le professeur est un as dans la détection des contrefaçons vidéo. Un médecin légiste de l'image qui vient enseigner aux futurs ingénieurs de la Silicon Valley. Laissez-moi vous montrer, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, l'un des meilleurs deepfakes qui a été fait sur Obama. Il n'est pas encore parfait, mais il est excellent. Et d'un point de vue scientifique et légal, c'est un énorme défi, parce que la vidéo est authentique, sauf cette petite partie de la bouche. Vous imaginez ce que ça représente? Pour Annie Farid, les deepfakes risquent de s'emparer des réseaux sociaux. Là où le public s'informe de plus en plus et où se propagent déjà les fausses informations. Il me semble que pour être en démocratie, nous avons besoin de partager un socle de vérité commune. Nous devons être d'accord sur des faits, de base. On peut avoir des opinions différentes sur les lois, sur l'économie ou sur l'immigration. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des choses factuelles, nous ne sommes plus en démocratie. Les réseaux sociaux, les fake news, ont eu une influence considérable sur les dernières élections américaines. Le deepfake sera-t-il le fantôme des prochaines échéances électorales en 2020? Au Wall Street Journal, la rédaction prend le phénomène très au sérieux. Regardons quand elle regarde du côté droit. Là, quand ça tourne. C'est vraiment bien fait. Francesco Marconi décortique tous les deepfakes sortis sur la toile. Comme cette dernière performance qui mêle les visages de 2 acteurs américains à la cérémonie des Golden Globes. Nous répertorions toutes ces vidéos et nous les partageons avec nos collègues. Comme ça, ils restent au courant des progrès de cette technologie. C'est une course entre les journalistes et les gens qui font ces vidéos. Et le seul moyen de la gagner, c'est de rester vigilant, de comprendre les techniques utilisées et de les expliquer au public. Ce spécialiste de l'intelligence artificielle a même formé une quarantaine de ses collègues au Wall Street Journal. Notamment Hilke Shellman, journaliste au service vidéo du quotidien. Selon elle, l'effet deepfake aurait déjà des conséquences. C'était il y a quelques années. Trump était dans un show télévisé, équipé d'un micro dans un bus. Et il était en train de parler à un invité. Il y avait une discussion off sur les femmes, et il était en train de dire aux gens qu'ils pouvaient attraper les femmes par leur sexe, grâce à sa popularité. Et désormais, avec ce genre d'enregistrement, par exemple,
Les hommes politiques vont pouvoir dire que c'est un faux, que ça a été créé par un ordinateur. Et c'est exactement ce que Donald Trump a fait. Je l'ai dit, j'ai eu tort et je m'excuse. Il a commencé par présenter ses excuses, mais quelques semaines plus tard, il a laissé sous-entendre que l'enregistrement était un faux. Avant de quitter les États-Unis, devant la Maison-Blanche, nous avons voulu vérifier l'efficacité d'un deepfake auprès de citoyens américains. C'est terrible d'utiliser ce genre de termes. Un président ne devrait pas tomber si bas. Je crois que nos gouvernants ont perdu tout sens du civisme. C'est flippant. C'est un faux. Quelqu'un l'a fabriqué et l'a mis en ligne. C'est un très bon faux. J'en ai vu quelques-uns des comme ça auparavant. Eh oui, c'est très convaincant. Si vous n'êtes pas entraîné à les repérer, ça peut devenir un gros problème. Le potentiel de nuisance des deepfakes semble immense. Aux États-Unis, le département de la Défense a déjà débloqué plus de 60 millions d'euros pour lutter contre ces images. Julie Joly, bonjour. Vous êtes directrice du Centre de formation des journalistes et de l'école W, cette école qui forme les journalistes au métier 2.0, au métier de demain. C'est tout à fait lié à ce qu'on vient de voir. Comment vous faites ici pour apprendre aux jeunes à combattre les fake news et le deepfake? Ça rejoint un peu la même chose, hein. Il y a deux choses. Déjà, il y a maîtriser ces outils-là, les connaître, savoir ce qui se passe. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a d'abord un travail d'évangélisation, d'expliquer les enjeux. Ensuite, il faut qu'ils sachent utiliser eux aussi des outils. Les repérer. Les repérer, les retourner, comme on dit, et puis utiliser eux-mêmes les données. Alors, ils ne seront pas amenés à faire du fake, évidemment, mais ils seront amenés à utiliser des données, à les vérifier. Ça induit peut-être une détection pour vous en tant que journaliste peut-être un petit peu différente, c'est-à-dire en termes de candidature. Ça veut dire que vous ne ciblez pas forcément les gens de la même façon que ce qu'on pouvait le faire avant? Ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on a été, nous, journalistes, il y a 20 ans et on ne se posait pas ces questions-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on sait qu'il faut des journalistes qui soient à la fois sensibles à la vérité, évidemment, passionnés par leur métier, mais capables de mettre les mains dans la technologie. Et donc, clairement, quand on reçoit des candidats aujourd'hui, et on fait attention à ça, on vérifie qu'ils ont bien compris les enjeux du métier. Et on leur parle d'un autre métier, qui n'est pas celui de Tintin l'explorateur, etc. On leur parle de ce métier-là qui va devoir associer la compréhension d'un sujet, la rapidité, la polyvalence technique et la capacité d'apprendre sans arrêt par eux-mêmes, de faire une veille très active sur les nouveaux outils et les nouveaux dangers. Comment vous réagissez à ce qu'on vient de voir lorsqu'on voit qu'une machine est capable d'elle-même d'écrire le même article en version de droite, en version de gauche et en version, j'ai envie de dire aussi, prétendument neutre? C'est terrifiant, non? Moi, ce qui me fait très peur dans ce sujet, c'est pas tant le risque des robots. Si, encore une fois, on parle d'outils, pour moi, un robot, c'est comme un téléphone portable, c'est très pratique quand même. Oui, mais ça veut dire que des médias vont s'en servir. Mais si on se sert pour faire de l'information, ça ne me dérange pas. Ce qui m'inquiète beaucoup dans ce sujet, c'est qu'effectivement, on puisse imaginer que, naturellement, des gens se prétendent journalistes en jouant sur le biais d'une information. Ces ingénieurs-là sont très bons ingénieurs. Oui. Un journaliste... Mais ils ne sont pas journalistes. Ne fonctionne pas comme ça. Il va prendre la technique, il va prendre l'information et faire son travail avec un objectif de neutralité qui ne sera jamais complètement atteint. Mais s'il n'est pas l'objectif, si ce n'est pas d'abord son ambition, il n'est pas journaliste. C'est quoi un journaliste? Question simple. Alors c'est une question qu'on se pose tous les jours. Hein. Oui. Alors c'est d'abord quelqu'un qui va chercher de l'information, qui va la vérifier, qui ne travaille pas pour lui-même, qui travaille pour les autres, qui ne sert pas à un intérêt personnel, déjà, qui ne sert pas à un intérêt non plus autre que celui de ses lecteurs ou de ses spectateurs. C'est ça un journaliste. La recherche de la vérité, bien sûr. Il n'est pas là pour être élu, il n'est pas là pour gagner de l'argent, il n'est pas là pour, pour convaincre. Il est là pour rapporter des faits. C'est un tout petit rôle. C'est un rôle d'humilité. C'est petit comme rôle, mais c'est indispensable. C'est un rouage indispensable. On entend beaucoup, dans le contexte des Gilets jaunes, parmi les critiques, dire qu'il y a une forme d'entre-soi, que les journalistes appartiennent à une caste et qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent de populations diverses. Vous rejoignez cette opinion-là, j'imagine ?
Oui et non, c'est-à-dire que je constate, comme tout le monde, que les médias sont effectivement se ressemblent un peu trop. Mais ce que j'observe aussi, c'est un énorme changement depuis des années, enfin une dizaine d'années pour ce qui nous concerne. Il y a 15 ans, les écoles étaient constituées aux 3/4 d'élèves de Sciences Po. Okay, et d'ailleurs, les rédactions le sont encore aujourd'hui. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais c'est plus du tout le cas. Et c'est bien ou c'est pas bien? C'est hyper bien. C'est très très bien. Ça veut dire qu'on est un peu plus divers qu'il y a 20 ans. C'est à la fois un choix, mais c'est aussi un résultat. C'est que je pense que des gens s'orientent vers ce métier-là. Il y a beaucoup moins d'autocensure. Il y a aussi des gens de très bonne famille qui n'orientent pas leurs enfants chéris vers le journalisme parce qu'ils savent que c'est un métier difficile. Ouais. C'est un métier de combattants, de gens qui combattent pour l'information, qui sont relativement courageux, je trouve, chaque jour. Donc oui, ces gens-là, ces journalistes-là viennent de partout. On a, dans toutes les écoles, beaucoup plus de boursiers qu'à l'université. Vous qui côtoyez les jeunes générations et ceux qui veulent devenir journalistes, parlons un peu des jeunes. Ils ressentent cette défiance? Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours autant d'envie? Comment Alors, ils la ressentent, très clairement. Ils ont chaque jour à prouver aux autres et à eux-mêmes qu'ils ont fait le bon choix de ce métier-là. Chaque jour, leur vocation, elle est questionnée. Donc je peux vous dire qu'ils se posent des questions qu'on s'est peut-être posées nous un peu tard. Et ils se la posent, ils n'ont pas le temps en fait, eux, de se demander s'ils auront un peu de confort dans ce métier-là. Ils savent très bien que ça va être compliqué et difficile. Mais ils le font justement avec la détermination de remplir une sorte de mission. Moi je crois qu'on peut, enfin honnêtement c'est très caricatural, mais oui je pense que quand les journalistes se font taper dessus, il y a aussi des profs qui se font taper dessus dans les salles, dans des classes, il y a des pompiers qui se font taper dessus, des infirmières qui se font taper dessus. Ceux qui restent en place sont déterminés. Merci infiniment, Julie Joly, de nous avoir permis d'installer ces fauteuils chez vous, au CFJ. Alors, on va voir maintenant une enquête qui pourrait, j'espère, être diffusée, pourquoi pas, un jour au CFJ, tant il faut savoir se méfier de ses propres émotions. Vous vous souvenez sans doute de cette fameuse image de ces enfants agenouillés à Mantes-la-Jolie, ces 150 enfants, main sur la tête. Elle avait choqué, elle avait suscité beaucoup d'émotions. Nous, on a fait un exercice journalistique qui consiste à replacer cette image dans le contexte de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé après, en essayant de retrouver absolument tous les témoins. C'est une enquête signée Rola Tarsissi, Soigny Thiebaud, Karim Annette avec Guillaume Couder. Vous n'avez pas pu la rater. Cette vidéo a été filmée par un policier à Mantes-la-Jolie. Voilà une classe qui se tient sage. Le 7 décembre dernier, elle a fait le tour du monde. Students are now protesting. France is bracing for more riots. D'abord une polémique autour d'images diffusées sur les réseaux sociaux. Today, a new video has emerged. On their knees, with their hands behind their head. In Mantes-la-Jolie. À l'issue d'une manifestation, plus d'une centaine d'adolescents parqués, mis à genoux, mains sur la tête, face à un mur, sous l'œil de policiers armés, casqués, pour certains cagoulés. Des images chocs qui prennent aux tripes et qui se sont propagées comme une traînée de poudre. L'image est forcément choquante. Les mômes, ils sont parqués à genoux. Ce sont des scènes qui s'assimilent à des scènes de rafle. Ça me tord le bide de voir des jeunes aujourd'hui en France en 2018 à genoux avec les mains sur la tête. En à peine quelques heures, 200 000 réactions sur les réseaux sociaux. Que s'est-il réellement passé durant cette matinée du 6 décembre? Pourquoi les policiers ont-ils entravé 151 lycéens, dont le plus jeune a 12 ans? Était-il nécessaire de les mettre à genoux? Cette procédure est-elle légale? Un mois plus tard, nous sommes allés questionner les acteurs de cette matinée. Parmi eux, Ryan, interpellé et mis à genoux. On s'est réfugié à l'intérieur. Mais aussi des témoins qui ont vu la scène au plus près. Tous les policiers qui s'engouffrent ici et je vois quelques jeunes sur le terrain là-bas, donc je suis le mouvement. C'était vraiment casqué, armé. Voilà, c'était des scènes de guerre, quoi. Et le commissaire de Mantes, qui s'exprime pour la première fois. Une situation comme celle-là peut nous être défavorable dans le traitement de l'image. Mais moi, je ne fais pas de l'image, malheureusement. Nous allons vous raconter les coulisses de cette matinée, derrière l'image.
Et puisque nous sommes dans une émission sur les journalistes, nous allons aussi vous expliquer comment nous avons travaillé, de la genèse de ce reportage jusqu'au montage final. Au début du mois de décembre, les gilets jaunes commencent à défiler un peu partout en France. Les lycéens leur emboîtent le pas. Ils manifestent aux 4 coins du pays contre les réformes du gouvernement. À Mantes-la-Jolie, les lycéens de Saint-Exupéry et de Jean Rostand sont mobilisés. 2 établissements voisins dans un quartier résidentiel en lisière de la cité du Val-Fouré. Ici, depuis le début de la semaine, des casseurs se mêlent aux lycéens. Pas de quoi décourager Ryan, 17 ans. Ce jeudi 6 décembre au matin, il entend bien manifester pacifiquement avec ses camarades. Je ne me voyais pas ne pas y aller, sachant qu'il y a des choses auxquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, la suppression de la bourse. Il y a même une augmentation des prix universitaires. Donc ouais, moi, je ne me voyais pas rester chez moi. Ici, devant le lycée Saint-Exupéry, rue Marcel Fouque, environ 200 jeunes sont rassemblés. La foule était un peu dispersée. Il y en avait qui étaient là, un là, là, là. Il y avait un peu de tout, c'était un mélange vraiment. Il y avait des manifestants, il y avait des casseurs. Il y avait des gens qui étaient juste de passage, il y avait des gens qui rentraient chez eux. Vers 11h45, la situation se tend. Comme la veille, des casseurs incendient des poubelles et des voitures. À ce moment-là, les policiers sont encore en retrait. Mais ils ont placé un cordon de sécurité au bout de la rue Marcel Fouque pour bloquer le passage. Les forces de l'ordre voient avancer vers elles un groupe menaçant. Ces photos ont été prises par un journaliste local. Renaud Villafranca a couvert les manifestations. Il y a ce fameux groupe qui remonte la rue en direction du cordon policier. Ils veulent en découdre, ça se voit. Il y en a notamment qui ont un poteau de signalisation entre les mains. Et ils progressent. Ils sont à 15-20 mètres, quoi, 20 mètres, 30 mètres peut-être des policiers. Et là, les policiers chargent. La vingtaine de policiers foncent sur le groupe en tirant des grenades lacrymogènes pour le disperser. Les casseurs s'enfuient en sens inverse, provoquant un mouvement de foule. Mais là aussi, un cordon de police leur bloque la route. Certains jeunes se cachent alors dans ce bâtiment des Restos du Cœur. D'autres se réfugient dans le jardin du pavillon voisin. C'est un cul-de-sac. Les casseurs et les autres, tout le monde est pris au piège. Donc il y a cette centaine de jeunes qui est positionnée autour du pavillon, là, qui est à côté des Restos du Cœur. Et il y en a une trentaine, peut-être une cinquantaine d'autres qui se sont réfugiés carrément dans l'enceinte des Restos du Cœur. Ils sont rentrés dans le bâtiment et les policiers sont allés déloger 10-15 minutes après le début de l'opération. On sort par là, ouais. Les mains sur la tête. La première fouille, elle a eu lieu ici. Et quand moi je suis sorti pour faire la première fouille, il y avait déjà des gens ici agenouillés, mains sur la tête. Par exemple, pour appeler des gens, ils disaient « elle arabe, elle noir », des trucs comme ça. Ils nous ont traités comme des animaux, en fait. C'était humiliant, J'avais la haine à ce moment-là. C'était vraiment humiliant. Une arrestation spectaculaire, inédite. Voilà une classe qui se tient sage. Ils n'ont jamais vu ça. Lève pas la tête, on regarde droit devant. Ces 151 lycéens, pour la plupart mineurs, sont tous placés en garde à vue. Ils vont être répartis dans les différents commissariats du département. Dès le début de la semaine, le restaurateur du bout de la rue a bien essayé de s'interposer entre les jeunes et les forces de l'ordre. Peine perdue. Merci de nous recevoir. Je vous en prie, soyez les bienvenus. Brahim a assisté impuissant à l'escalade de violence entre ceux qu'il considère comme ses petits frères et la police. 90% de jeunes qui étaient là pour le spectacle et 10% qui étaient là pour casser.
Ce qu'il fallait attraper, c'est les casseurs, c'est pas les autres. Les autres, ils les ont emmenés en garde à vue. Les parents, ils étaient en train de pleurer, ils avaient peur pour leurs enfants. Il y en a, ils étaient à Versailles, d'autres à Flins, d'autres à je sais pas où. Houille, En plus, les parents, ils n'avaient pas de nouvelles de leurs enfants pendant 6 heures ou 8 heures. Ils appelaient le commissariat ne voulait pas donner de nouvelles. Ils ont vu juste la vidéo tourner. Il y en a, ils ont reconnu leurs enfants dans la vidéo. Salut. Leïla, elle, a su rapidement que son fils Ryan avait été placé en garde à vue. Mais elle a dû attendre le lendemain pour pouvoir le serrer dans ses bras. Lorsqu'elle découvre les images, elle est sous le choc. Non, mais la position, elle est juste horrible, en fait. C'est simple, j'ai pensé à un peloton d'exécution, une scène d'exécution. Ces images-là, je les vois dans des archives, même à l'école, dans l'éducation nationale, dans les bouquins, on voit ces images-là, les fusillades. C'est assez glaçant. Vendredi matin, quand ils se sont réveillés dans la cellule, les 15 jeunes, il y a une policière qui a dit, texto, on se croirait dans un zoo, le zoo de Thoiry. Donc même les jeunes n'ont pas compris, ils se sont dit, mais vous traitez qui d'animaux là? On ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Alors au-delà de la vidéo, c'est aujourd'hui toute l'opération qui est contestée. Réunis en collectif, une vingtaine de familles a déjà porté plainte. Pour diffusion non autorisée de vidéos, mais aussi pour actes de torture. Un terme juridique très précis qui, selon cet avocat, peut s'appliquer à ces ados mis à genoux dans le froid. Selon le juriste, l'article 434-17 du Code de déontologie de la police et de la gendarmerie n'aurait pas été respecté. Les policiers ou des gendarmes est préservé de toutes sortes de violences et de tout traitement inhumain ou dégradant. Je suis désolé, cette position, elle est tout sauf respectueuse. Elle ne respecte pas la dignité des personnes et c'est effectivement un traitement inhumain et dégradant. Maître Batik est certain que les forces de l'ordre se sont laissées déborder. Ça n'est pas à ces enfants de pâtir de l'incurie organisationnelle du préfet ou du commissaire de police. Ils ont raflé au hasard. Ils ont été à la pêche au gros, en se disant de toute façon, on va en prendre un certain nombre, et parmi le certain nombre, il y en aura nécessairement qui auront commis une infraction. Un scandale pour l'un des avocats des familles et pour beaucoup de jeunes présents ce jour-là. Mais du côté des autorités, on a une toute autre vision de cette affaire. Bonjour. Après une semaine de négociations, la préfecture a accepté de nous répondre. Elle justifie cette opération par le contexte. La nécessité de mettre fin aux tensions à Mantes-la-Jolie. Thierry Laurent nous apprend que les interpellations avaient été décidées dès le mercredi soir. Dès la veille, on a le sentiment qu'il y aura à nouveau des violences commises le jeudi matin. On le sait notamment en suivant les échanges sur les réseaux sociaux. Je vous donne lecture de certaines captures d'écran. Rostand, Mantes-la-Jolie, d'après notre groupe d'organisateurs, demain, on va tout péter, ramener tout ce qui peut nous aider, essence, grilles, poubelles, bois, tout pour faire le sbel, montrer que Rostand est le meilleur lycée des Yvelines, suivi de 2 petits cœurs. Selon la police, un drame risquait de se produire. La veille toujours, les casseurs ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Ils ont aussi jeté des bonbonnes de gaz dans une barricade en flammes. Grâce aux pompiers, elles n'ont pas explosé. C'est le commissaire Véril qui coordonnait les actions de la police. Depuis le lundi, il a vu les tensions monter entre les deux camps. Il rassemblait en fait les projectiles dans des poubelles comme celle-ci, qui leur servaient de stock, en fait, de moyens de stockage. Vous aviez une première ligne de front de jeunes qui nous projetaient les projectiles ou les cocktails Molotov. Et vous aviez des jeunes en arrière-plan qui allaient régulièrement chercher des poubelles, ramener des poubelles et charger ces dernières avec des pierres pour les projeter sur nous. En fait, c'est beaucoup plus organisé que ce qu'on imagine. Oui, ils sont assez organisés. Ils ne s'attendaient pas à interpeller autant de jeunes d'un coup. Le commissaire Véril
rejette les accusations d'insultes racistes et d'humiliation gratuite. En revanche, il assume le fait de les avoir mis à genoux, les mains sur la tête. Voilà le type d'armes que nous découvrons sur les premières palpations que nous réalisons. Vous avez des masses, et à ce moment-là, eh bien, on fait ce que l'on peut. Parce que ce type de situation, elle ne s'apprend pas en école de police. En tout cas, pas dans une telle configuration hors norme. Donc on a recours de manière extrêmement pragmatique aux préconisations techniques que l'on peut nous donner lorsque l'on est formé aux techniques d'interpellation. Et les préconisations techniques, que ce soit en milieu hostile ou confiné, que ce soit en présence d'un gros volume d'interpellation, comme c'était le cas, c'est de mettre délibérément les personnes à palper, à contrôler, en position inconfortable. Pas de mea culpa. D'après lui, c'était la seule solution. Les policiers sur place n'ont pas assez de menottes. Ils craignent de découvrir d'autres armes. On a recours à ce type de mesures si l'on veut s'éviter un mouvement de foule, une tentative de rébellion, ce qui peut arriver à tout moment. Et je sais qu'évidemment, une situation comme celle-là peut nous être défavorable dans le traitement de l'image. Mais moi, je ne fais pas de l'image, malheureusement. Aucun blessé pendant l'opération. Pour le commissaire de Mantes, c'était la priorité. Sur les 151 gardes à vue, seulement 26 poursuites. Aujourd'hui, les autorités ne reconnaissent qu'une seule faute, la fameuse vidéo prise par un policier. Il n'aurait pas dû le faire. Il y a une enquête de l'IGPN. L'IGPN a été très rapidement saisi de ces faits et qui déterminera les responsabilités et qui conduira à la prise de sanctions envers l'intéressé qui, je pense, n'a pas réalisé dans l'instant la portée de son geste. Dans les derniers jours de notre enquête, nous avons aussi rencontré Rudy et Gabriel. Comme beaucoup d'autres jeunes du coin, ils sont venus ce jeudi pour regarder et pour filmer. Ouais, je voulais voir comment c'était, l'ambiance, tout ça. La veille déjà, ils ont pourtant vu les poubelles brûlées et les voitures renversées. Pas assez pour les dissuader de revenir. La curiosité l'a emporté sur la prudence. Du coup, ils se sont retrouvés à genoux dans le froid. C'est une position inconfortable ? Très inconfortable. En fait, au début, ça passait. Et vu qu'en plus, c'était sur du sol un peu sale comme ça, du coup, et qui pleuvait un peu, un peu. Vous avez eu des traces sur les genoux ? Ouais, moi j'avais des traces. C'est resté, ouais, j'avais des traces, ouais. Cette opération de maintien de l'ordre, vous comprenez qu'elle ait eu lieu aujourd'hui ? C'était aussi pour nous protéger nous-mêmes, en fait. Ils ont voulu protéger à la fois leurs collègues, oui, parce qu'il y a eu des jets de pierres, etc. Mais c'est aussi un peu pour nous protéger nous. Comme la très grande majorité des jeunes qui sont allés en garde à vue, ces deux élèves de terminale ont écopé d'un rappel à la loi. Mais leur casier judiciaire reste vierge. En fait, c'est ça ce qu'ils nous ont donné en fait, quand on est sortis avant d'être libérés du commissariat. Qu'est-ce que ça dit, ce papier ? Ça nous rappelait aussi la loi, comme quoi la prochaine fois, s'il y a des manifestations, il vaut mieux ne pas s'approcher et rester à l'écart. Je préfère regarder ça de la télé que participer, quoi. Selon nos informations, le policier qui a filmé la scène s'est dénoncé. Une enquête est en cours. À ce jour, il n'aurait pas encore été suspendu. Il risque une sanction administrative, mais cela pourrait prendre des mois, voire des années. D'habitude, à ce moment-là, c'est fini. Mais nous sommes dans une émission sur les journalistes, alors je vais vous expliquer comment nous avons travaillé sur ce reportage. Il fait 16 minutes et 24 secondes. Il a été lancé il y a un mois pile, le 14 janvier dernier, lors de notre conférence hebdomadaire. Cette image, on a été bombardé de partout. C'est pareil pour l'histoire de Mantes. C'est une réunion où tout le monde parle toujours en même temps. Au départ, c'est scandalisant. Pour décider des sujets en fonction de l'actualité. En cherchant une idée sur le pouvoir de l'image, il nous a semblé intéressant de raconter le contexte de la vidéo de Mantes-la-Jolie. Comment est-ce possible de se laisser déborder alors que... Tout le monde avait un avis, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé ce jour-là. Il faut aussi estimer qu'une fois que la fouille est faite... Allô ? Bonjour, c'est Rola Tarsissi à l'appareil, la journaliste de France 2. J'ai commencé par contacter des jeunes et des parents pour les convaincre de témoigner. Après, moi, j'aimerais juste que les téléspectateurs aient les deux versions. Elle y était, donc elle peut raconter comment elle a été traitée, etc.
Le téléphone, ça a ses limites. Alors je suis allée sur place, sans caméra, à 3 reprises, pour rencontrer les témoins. Bonjour. Et discuter avec les commerçants aux alentours, afin de me faire ma propre idée. Je leur ai juste crié dessus, ils sont partis en courant. Ils ont peur, c'est des gamins. Pour faire cette enquête, j'ai questionné 7 jeunes, parmi les 151 interpellés, 2 policiers, 2 journalistes, 3 bénévoles des Restos du Cœur, sans parler des autres sources qui m'ont aidé à vérifier mes informations et dont je ne vous dévoilerai pas le nom. J'ai donc pu comprendre ce qui s'était passé précisément dans cette petite cour. Si nous avions gardé tout ce petit monde au montage et sur la longueur, le reportage durerait plusieurs heures. L'occupation de l'espace public qui s'accompagne au travers de ces groupes un peu uniformes. Et ce serait soporifique pour vous. Donc vous, votre objectif à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas d'incidents. Donc cette décision. Parce qu'une interview complète, c'est beaucoup. Vous voyez cette vidéo, beaucoup de questions. A priori, on suppose qu'elle vient d'un policier. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous apprenez qu'ils vont les interpeller? Donc vous, l'image, elle vous a pas choqué? Il a fallu aussi résumer une vingtaine de témoignages pour vous raconter la charge de la police, en faisant réaliser cette infographie qui vous donne une vue d'ensemble. Pour ce sujet, au final, nous avons filmé durant plus de 20 heures. Nous nous sommes procurés 975 photos. Ah oui, et j'ai aussi récupéré 1 heure et 26 minutes d'images d'archives. Des images choquantes. Avec un monteur, nous avons tout regardé, tout scripté, et cela nous a pris 8 jours pour construire et écrire ce reportage. Tout ce travail pour que demain, à la machine à café, vous puissiez raconter à vos collègues tout ce que vous savez désormais sur la fameuse affaire de Mantes-la-Jolie. Tout ça en moins de 20 minutes, sans avoir eu besoin de bouger de votre canapé. Et l'on reçoit une grande voix de la radio, d'Europe 1, de France Inter. Vous avez été matinalier durant de longues années. Stéphane Paoli, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous a invité parce que vous avez ce regard nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu en retrait. On va essayer de répondre à En retrait, mais pas en retraite. D'accord, très bien. Peu de gens le savent. Vous avez commencé en télévision. Oui. À quelle époque? J'ai eu des grands maîtres, hein, des groupes, oui. Pasteur, Gildas, qui m'a à peu près appris tout ce que je sais de mon métier de journaliste. C'était dans les années 70. Vous avez vu la Pardon, mais j'ai recommencé 8 fois, un reportage sur les marteaux-piqueurs silencieux. Pourquoi? Le chef était Parce pas qu'on me content. disait, on comprend rien. Tu montres des choses sans expliquer pourquoi elles sont. Comment vous avez vu les choses évoluer, le journalisme, la télévision en particulier, l'audiovisuel? Est arrivé un moment, en effet, où la concurrence s'est exprimée de façon beaucoup plus violente et beaucoup plus forte. Et quand s'est-elle exprimée comme ça? Dès lors que des grands groupes de presse ont été rachetés par des grands groupes industriels. J'ai vu la bascule se produire à ce moment-là, oui, vraiment. C'est-à-dire? C'est-à-dire quand vous avez un Bouygues qui prend TF1, quand vous avez un Lagardère qui pourtant avait laissé un peu la bribe à Europe 1, mais néanmoins a ses responsabilités de chef d'entreprise. Oui, moi un jour où j'ai invité un essayiste qui avait fait un sujet sur le roi du Maroc, je suis sorti du journal, on m'a dit c'était très très bien, mais on vient de perdre le budget de Royal Air Maroc. Voilà. Donc l'indépendance journalistique, si elle est liée à des intérêts industriels ou financiers, il faut vraiment poser la question de fond. L'indépendance, vous pensez qu'elle est sincèrement en danger ou en question, en tous les cas? Non, j'ai la chance, comme vous, d'avoir travaillé longtemps dans le service public. Pas une seule fois, en pas loin de 40 ans de carrière, on m'a demandé pourquoi et comment je faisais les choses. Il m'est arrivé souvent de me tromper. Je prétends ne donner de leçons à personne, mais j'ai pu travailler vraiment très très librement. Donc l'indépendance journalistique, elle est aussi une question personnelle que chaque journaliste doit se poser à lui-même. Mais c'est vrai que le système aujourd'hui, la pression, l'immédiateté, la place que l'image a prise, qui est considérable, fait que petit à petit, les enjeux journalistiques se sont déplacés dans un champ différent.
C'est vrai que l'image aujourd'hui a pris le pas sur beaucoup de choses. Or, une phrase superbe que j'ai lue dans Le Monde d'hier à propos d'un homme qui est resté 8 ans otage des FARC, qui dit « Il n'y a rien au-dessus du langage ». Il n'y a rien au-dessus du langage. Et je pense que pour nous, les journalistes, c'est une question très importante. La première de toutes, le respect des mots, le respect du sens des mots. Si on ne respecte ni les mots ni leur sens, alors on ne respecte plus ni les individus ni les situations. Lorsque vous voyez dans l'un de nos reportages quelqu'un du mouvement des Gilets jaunes devenir réinventer d'une certaine façon le métier de journaliste, vous dites pourquoi pas? Mais bien sûr, bien sûr. Non seulement je dis pourquoi pas, mais je fais comme vous. Je le suis pour comprendre comment il fait. Et d'ailleurs, le reportage est extrêmement intéressant pour ça, parce que vous faites une sorte de making-of. On voit un jeune journaliste qui décide de pratiquer à sa façon avec un petit outil qui est son téléphone portable. Et pourquoi pas d'ailleurs. Et votre caméra le suit. Et là, probablement, on rentre dans quelque chose qu'on peut appeler le contexte. On élargit le champ de l'image et on voit votre volonté à vous de comprendre pourquoi il fait ça et comment. Et c'est ce décalage-là qui permet de recrédibiliser, au fond, le traitement de l'actualité et de l'information. Mais allons dans ces directions-là, bien sûr. On nous reproche souvent de ne pas donner suffisamment d'informations positives. On parle maintenant d'un journalisme de solution. Vous en pensez quoi de cette idée? J'en pense rien. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui crée des situations nouvelles en permanence. Parce que, encore une fois, les faits interagissent entre eux et créent des choses totalement inattendues. À nous de comprendre ça. À nous de nous adapter à ce monde qui, de plus en plus, fonctionnera de cette façon. On n'a rien dit de l'intelligence artificielle qui va aussi interroger nos métiers. Certaines unes de quotidien sont faites par des algorithmes qui interrogent les occurrences de toutes les grandes plateformes de presse mondiale et qui, en fonction du nombre d'occurrences, vont faire la une des quotidiens. Terrible disparition de la conférence de rédaction, de l'analyse, de la réflexion. Comment comprendre ce qui nous arrive? Et une chose très importante, ça m'a beaucoup frappé. Au Festival des Grands Voyageurs, une fois, à La Rochelle, une question avait été posée. Qui sont aujourd'hui les narrateurs du monde? Sont-ce les journalistes? La réponse était non. Les romanciers en disent plus sur le monde tel qu'il va que nous. Donc c'est l'enjeu du récit qui est posé. Savons-nous encore raconter le monde dans lequel nous vivons? Un monde dans lequel tout a changé, tous les paradigmes ont changé. Merci infiniment Stéphane Paoli d'être venu nous voir. Et on peut terminer en citant Charles Péguy qui disait « Il faut savoir mécontenter 1/5 de ses lecteurs, mais jamais les mêmes, ce qui permet de garantir le débat et d'une certaine façon de garantir la démocratie. » Merci encore une fois d'être venu nous voir. À la rédaction en chef de cette émission, je remercie Thomas Auro avec Samuel Humez et Lionel Feuerstein. Caroline Durand était à la conception de ces entretiens. Philippe Lallemand est le réalisateur de cette émission. Merci à toute son équipe. La semaine prochaine, on vous propose un nouveau numéro de complément d'enquête autour du crime parfait. On a notamment suivi les experts, les vrais aux États-Unis et aussi en France. Excellente fin de soirée à tous sur France Télévisions. À bientôt. Merci.